Et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. En prélude à la commémoration du 2 août en RDC, un colloque international réunit des experts venus de tous les horizons. Pour améliorer son dispositif d'accompagnement, le Fonds de développement de la formation professionnelle a réuni dirigeants de très petites entreprises et cabinets de formation à Abidjan. Après plusieurs mois de cours théoriques et pratiques, 31 apprenants cooptés au programme de chantier école de la Sodefort ont reçu leur certificat de fin de formation. Et vous le verrez, la 5e édition du dîner débat stratégique de l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite a mis en lumière l'impact de la diplomatie économique sur la mobilisation des ressources extérieures. Les détails dans un instant. Nous ouvrons ce journal en nous rendant en République démocratique du Congo qui poursuit son combat pour la reconnaissance internationale du génocide congolais. En prélude au 2 août, la date de commémoration, un colloque international organisé par Siavar et Fonarev, réunissant des experts venus de tous les horizons, se tient à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Un reportage de Betty Feza, Eunice Mukita et Freddy Lumbala. La République démocratique du Congo s'engage dans la bataille pour la reconnaissance internationale du génocide congolais, un drame qui continue à endeuiller l'Est du pays depuis 3 décennies. Ce colloque organisé par la Siavar et le Fonarev réunit des acteurs de divers horizons soucieux de faire la lumière sur cette situation. Il a été ouvert le lundi 29 juillet par Marie-Thérèse Safi Sombo, ministre de l'Enseignement représentant le président de la République, Félix Tshisekedi. Néologisme génocoste, désormais entériné par notre législation nationale, à travers cette notion, c'est toute une dynamique mémorielle, politique et académique qui s'enclenche pour donner nom et dignité aux victimes oubliées et alerter la conscience collective mondiale. L'ouverture a été marquée par les interventions d'experts comme le professeur André Miroir et l'historien Isidore Ndayouel qui ont mis en lumière les violences historiques de la colonisation à la guerre des années 1990 qui continuent d'impacter le pays. Les violences dont il est question ici sont d'une toute autre nature. Elles sont de très haute intensité, à la fois par leur degré de pénibilité, leur cruauté de type bestial, leur caractère répétitif et systémique. La RDC souhaite réveiller la communauté internationale à agir afin de stopper les violences dans l'Est du pays. Par ailleurs, le colloque vise entre autres à bâtir une mémoire collective autour de ces crimes, à donner la parole aux victimes et à plaider pour une reconnaissance internationale des actes génocidaires. Le mercredi 29 juillet 2025, au cours d'un atelier organisé au plateau, le Fonds de développement de la formation professionnelle a réuni dirigeants de très petites entreprises et cabinets de formation. Objectif, renforcer et améliorer son dispositif d'accompagnement déjà déployé auprès de plus de 8000 très petites entreprises en Côte d'Ivoire. Générosa Quadio nous donne plus de précisions. Depuis 2022, le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP accompagne les très petites entreprises TPE à travers un dispositif spécialement conçu pour renforcer leurs compétences. À ce jour, plus de 8000 entreprises ont déjà bénéficié de ce soutien pour un montant global de plus de 1,8 milliard de francs CFA. Mais pour aller plus loin, le FDFP veut ajuster sa stratégie. C'est la raison de l'atelier d'échange qui s'est tenu ce mercredi 29 juillet 2025 à Abidjan Plateau, réunissant des dirigeants de très petites entreprises et des cabinets de formation. Ce qu'on pourrait retenir de cette présentation, c'est déjà la volonté du FDFP d'accompagner les très petites entreprises de façon plus efficace pour les conduire à une structuration et à être compétitif sur le marché de l'entreprise. Cette vision est largement saluée par les bénéficiaires qui plaident pour un accompagnement plus concret et mieux adapté à leur réalité. Nous souhaitons que le FDFP prenne en compte nos préoccupations parce que nous considérons qu'il y a certains paramètres du projet concerné ici qui ne sont pas pris en compte, qui
posent quelques soucis dans la réalisation des différents projets, qui ne nous mettent pas à l'aise dans ce que nous faisons comme travail. Face à ces enjeux, le secrétaire exécutif du FDFP, Dr Ndri Philippe, insiste sur l'importance des retours de terrain pour faire évoluer le dispositif. Conscient de leur potentiel, le FDFP a fait de leur accompagnement un axe stratégique majeur, en particulier pour les structures assujetties à la taxe de formation professionnelle continue. Depuis 2022, notre institution a initié un dispositif spécifique d'appui au TPE qui s'est progressivement affirmé comme un levier pertinent d'accompagnement. Toutefois, les premiers retours d'expérience font également émerger des marges d'amélioration qu'il nous revient ensemble d'identifier et de traduire en actions concrètes. En misant sur la concertation, le dialogue et la co-construction, le FDFP entend bâtir un dispositif plus efficace, capable de libérer pleinement le potentiel des très petites entreprises ivoiriennes dans l'économie nationale. Près d'une centaine de journalistes et blogueurs se sont réunis à Abidjan pour un atelier de formation sur la zone de libre-échange continentale africaine, organisé les 29 et 30 juillet dernier par la ZLECAf, avec le soutien du ministère du Commerce et de l'Industrie. L'objectif de cet atelier étant de renforcer les capacités des professionnels de l'information sur les enjeux économiques de la zone de libre-échange continentale africaine et à instaurer un dialogue régulier et structuré avec les médias. Ils auront pour rôle de sensibiliser et de relayer l'information juste vers les populations. Des messages concernant la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, un marché de 1,5 milliard de consommateurs, le plus grand en termes de pays participants. Un rôle que ces hommes de médias et blogueurs pourront concrétiser à l'issue de cet atelier de formation qui se tient sur 2 jours à Abidjan, organisé par le Comité national ZLECAf avec le soutien du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il a vu une centaine de participants outillés pour mieux décrypter les politiques commerciales et les retombées de la ZLECAf. À cet effet, une stratégie de communication a été élaborée afin de construire une image forte et cohérente du Comité national ZLECAf, en mettant en lumière ses missions et ses ambitions. Cette stratégie vise également à renforcer la proximité avec toutes les parties prenantes en vue de favoriser une meilleure compréhension et l'appropriation de l'accord. Pourquoi les autres accords n'ont pas fonctionné? Parce que la population ne sait pas vraiment quels sont les tenants et les aboutissants de l'accord. Et les acteurs de la communication sont des joueurs majeurs pour envoyer l'information à la population, pour les convaincre et les inviter à adhérer à l'accord de la ZLECAf. Donc nous avons une série d'afterwork avec les journalistes, avec les blogueurs qui faisaient partie on va dire, le déploiement de notre stratégie de communication. En termes d'objectifs, il s'agira de créer une communauté de journalistes et blogueurs spécialisés capables de produire du contenu accessible et pédagogique sur les sujets encore largement méconnus du grand public. Aujourd'hui, il s'agit de la ZLECAf. C'est une affaire de libre-échange entre les États ici en Afrique. Tout à l'heure, le représentant du ministre l'a si bien dit. Il faut que nous, les hommes de médias, nous soyons imprégnés pour que nous puissions promouvoir, bien évidemment, ce concept. Signé en 2018 à Kigali, la ZLECAf est portée par une ambition forte de faire de l'Afrique un pôle économique puissant, avec 1,5 milliard de consommateurs et une prévision de plus de 12 millions d'emplois créés d'ici 2035, selon la Banque mondiale. Autre information, c'est la fin d'un cycle de formation pour 31 apprenants cooptés au programme de chantier école de la SODEFOR. Après plusieurs mois de cours théoriques et pratiques, ils peuvent souffler en beauté à travers une cérémonie de remise de certificats. Au cours de cette cérémonie, la directrice du programme Chantier École a présenté aux autorités, parents et amis les 16 programmes ayant permis de donner des rudiments nécessaires à l'exercice des métiers de pépiniériste et de jardinieri. Ils auront pour rôle de sensibiliser et de relayer l'information juste vers les populations. Des messages concernant la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, un marché
de 1,5 milliard de consommateurs, le plus grand en termes de pays participants. Un rôle que ces hommes de médias et blogueurs pourront concrétiser à l'issue de cet atelier de formation qui se tient sur 2 jours à Abidjan. Organisé par le Comité national ZLECAf, avec le soutien du ministère du Commerce et de l'Industrie, il a vu une centaine de participants outillés pour mieux décrypter les politiques commerciales et les retombées de la ZLECAf. À cet effet, une stratégie de communication a été élaborée afin de construire une image forte et cohérente du Comité national ZLECAf, en mettant en lumière ses missions et ses ambitions. Cette stratégie vise également à renforcer la proximité avec toutes les parties prenantes en vue de favoriser une meilleure compréhension et l'appropriation de l'accord. Pourquoi les autres accords n'ont pas fonctionné? Parce que la population ne sait pas vraiment quels sont les tenants et les aboutissants de l'accord. Et les acteurs de la communication sont des joueurs majeurs pour envoyer l'information à la population, pour les convaincre et les inviter à adhérer à l'accord de la ZLECAf. Donc nous avons une série d'afterwork avec les journalistes, avec les blogueurs qui faisaient partie on va dire, le déploiement de notre stratégie de communication. En termes d'objectifs, il s'agira de créer une communauté de journalistes et blogueurs spécialisés capables de produire du contenu accessible et pédagogique sur les sujets encore largement méconnus du grand public. Aujourd'hui, il s'agit de lancer les CAF. C'est une affaire de libre-échange entre les États ici en Afrique. Tout à l'heure, le représentant du ministre l'a si bien dit. Il faut que nous, les hommes de médias, nous soyons imprégnés pour que nous puissions promouvoir bien évidemment ce concept. Signé en 2018 à Kigali, la ZLECAf est portée par une ambition forte de faire de l'Afrique un pôle économique puissant avec 1,5 milliard de consommateurs et une prévision de plus de 12 millions d'emplois créés d'ici 2035 selon la Banque mondiale. Et parlons diplomatie économique. À l'heure où la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un pays à revenu intermédiaire d'ici à 2030, l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite a réuni décideurs politiques, opérateurs économiques et diplomates autour d'un dîner-débat stratégique tenu le mardi à l'espace Latry. Cette 5e édition a mis en lumière l'impact de la diplomatie économique sur la mobilisation des ressources extérieures. Une réflexion nourrie avec en ligne de mire le rôle crucial des champions nationaux dans le financement du développement. Konena Nourgo. Créée en novembre 2022, l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite, ASIR, s'est imposée comme un cadre de réflexion sur les grands enjeux diplomatiques. Son dîner-débat annuel reste l'événement phare et cette 5e édition s'est voulue résolument tourner vers l'avenir à travers le thème « L'impact de la diplomatie économique sur la mobilisation des ressources extérieures pour le financement du développement économique de la Côte d'Ivoire, quel apport des champions nationaux ?» Le choix de cette thématique s'inscrit dans une dynamique de réflexion stratégique qui met en évidence les besoins cruciaux en financement pour soutenir les ambitions de forte croissance économique de la Côte d'Ivoire. La diplomatie économique, en tant qu'outil de promotion des intérêts économiques de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, est aujourd'hui au cœur des politiques publiques. Pour le ministre des Affaires étrangères, président le dîner, ce thème est en phase avec les ambitions de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, d'autant plus que la diplomatie économique a permis de mobiliser près de 4 400 milliards de francs CFA au cours des 3 dernières années. La diplomatie économique s'impose comme un levier essentiel de l'action extérieure de notre pays. Elle ne se limite plus à la promotion de notre image, mais s'oriente vers des résultats concrets en termes d'investissement, j'en parlais tantôt, d'accès au marché, de transfert de technologies et de création d'emplois. Les réflexions engagées aujourd'hui s'inscrivent donc naturellement dans la continuité de cette vision stratégique.
Je n'ai donc aucun doute que vos échanges de ce jour seront une véritable mine d'or avec pour filon la large expérience qui caractérise chacune et chacun de vous dans l'exercice du noble métier de diplomate. En réunissant l'expérience du passé et les défis du présent, la CIR confirme son rôle de vigie diplomatique au service du développement. Cette 5e édition du dîner débat a été parrainée par la présidente du Sénat, Kandia Camara, représentée pour l'occasion. L'actualité se poursuit avec du climat et de la santé. Du 28 au 30 juillet 2025, la Côte d'Ivoire accueille la toute première édition du Forum africain sur le climat, un événement scientifique d'envergure initié par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur à travers son programme thématique de recherche sur le changement climatique. Réunissant des chercheurs, enseignants, ONG et experts de 19 pays africains membres du CAMES, ce colloque international et interdisciplinaire a pour ambition de répondre à l'urgence climatique sur le continent. Sandrine Kwame. C'est une première sur le continent africain. Du 28 au 30 juillet, chercheurs, experts et décideurs politiques sont réunis à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour réfléchir aux conséquences du climat sur la santé publique. À l'initiative du CAMES et du programme thématique de recherche sur le changement climatique, ce forum africain sur le climat s'attaque à un sujet crucial, la prévalence des maladies saisonnières en Afrique, de plus en plus aggravée par les modifications climatiques. J'attache personnellement un intérêt aux travaux qui seront donc conduits au cours de cette rencontre, d'une part en raison de la pertinence des thèmes abordés, mais aussi parce qu'il croise à bien des égards les préoccupations majeures qui animent nos réflexions au sein de l'Assemblée consultative nationale, à savoir les liens entre le climat, la santé, la résilience et la cohésion sociale qui sont aujourd'hui au cœur de toute politique durable. Vous avez vu, on a eu des conférences, un panel où des experts ont parlé vraiment des conséquences de quelques exemples. Le cas en Afrique d'abord et le cas en Côte d'Ivoire. Et des experts, des médecins sont venus présenter aussi des cas de maladies vraiment liées au changement climatique. C'est pour dire que les défis sont nombreux. Et on a voulu effectivement évaluer ces défis-là. Et c'est ça qui fait que le forum, le colloque là, est structuré en 11 axes. Cette première édition se déroule autour de 11 axes scientifiques couvrant toute la chaîne d'impact du dérèglement climatique sur les conditions de vie en Afrique, telles que la sécheresse, les maladies saisonnières, les inondations et l'insécurité alimentaire. On a des défis aujourd'hui, des défis majeurs liés au climat et à la santé. Et donc, au sortir de cette édition, on veut vraiment faire des propositions concrètes qui vont prendre en compte, si vous voulez, les attentes de nos populations rurales. Les conclusions du Forum africain du climat seront consignées dans des actes scientifiques destinés à éclairer les politiques publiques africaines. Un premier pas vers une Afrique plus résiliente face aux menaces climatiques. C'est une nouvelle page qui s'écrit pour le football de formation en Côte d'Ivoire. Le centre de formation sportive de Tchad FC a officiellement lancé ses activités le samedi 26 juillet à travers une conférence de presse. Ce lancement a été marqué par la présentation du centre, la récompense de ses premiers stagiaires médaillés d'or et d'argent revenus d'un stage à Dakar et le coup d'envoi du tournoi intercentre baptisé Pur Talent. Kone Nanorgo pour plus de précisions sur le terrain. C'est dans une ambiance conviviale que le centre de formation sportive de Tchad FC a lancé ses activités officielles ce samedi 26 juillet 2025. Un moment fort marqué par la présentation des ambitions du centre. Le centre de formation, c'est d'abord la localisation, c'est à Angré Château. Et c'est un centre qui œuvre pour les enfants qui veulent jouer au football. Voilà. Donc nous prenons les enfants de 3 ans jusqu'à 17 ans par catégorie et nous les formons au métier du football. Vrai, académique, voilà, avec vraiment pour objectif de les voir grandir, vivre le football qui est leur art
se transformer en métier pour eux demain, pour qu'ils puissent vivre pleinement comme ceux qui voient des stars. Les premiers stagiaires de retour d'un stage de perfectionnement à Dakar ont été distingués. Diplôme, médaille d'or et d'argent, une juste récompense pour ces jeunes promoteurs issus d'un stage de plus de 400 stagiaires. Parmi les révélations, un jeune du centre surnommé Petit Messi, dont le talent a déjà séduit au-delà des frontières. J'ai aimé, ça s'est bien roulé, j'ai même fait des amis aussi, ça s'est bien passé. Un sentiment de fierté en tant que parent, de voir que son enfant excelle au foot. Le clou de la cérémonie a été le lancement du tournoi Pur Talent, prévu du 12 au 17 août 2025. Le tournoi, nous sommes à la 3e édition et c'est nommé Talent Pur. Talent Pur, des enfants des centres de formation qui n'ont pas vraiment les grands moyens pour aller au-delà, pour aller dans les grands clubs. On les récupère, on fait un tournoi et puis moi, je vais les récupérer pour les former et puis maintenant les présenter aux grands clubs. Un match amical entre les stagiaires médaillés et les pensionnaires du centre a mis fin à la cérémonie. Direction Yamoussoukro, des enseignants bivalents et encadreurs en discipline scientifique exerçant dans les collèges de proximité ont achevé le vendredi dernier à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny la première phase de formation intensive consacrée à l'utilisation du matériel scientifique contenu dans les maquettes pédagogiques. Charles Kouakou et Soro Estelle nous en disent davantage. Organisée du 20 au 25 juillet 2025, cette session portait principalement sur les sciences de la vie et de la terre. Une seconde phase, dédiée à la science et à la chimie, est prévue pour démarrer le lundi 27 juillet. L'objectif global du programme est de renforcer les compétences pratiques des enseignants du secondaire afin de les permettre d'intégrer efficacement les expériences scientifiques à leur méthode pédagogique. Nous savons que les travaux pratiques, ce sont ces travaux pratiques-là qui font que les élèves assimilent les cours. Donc partant de ce constat, le ministère a voulu organiser donc cet atelier des enseignants du secondaire, notamment en SVT, en physique et en chimie, pour relever le niveau en termes de travaux pratiques. Vraiment, en tout cas, je sors de là en joie. Vraiment, la formation, ça m'a apporté beaucoup plus. C'est vrai que j'avais des connaissances, mais vraiment, ça m'a apporté plus de connaissances. Le directeur général adjoint de l'INPHB, M. Georges Loum, s'est réjoui du choix de son établissement pour accueillir cette initiative. Je voudrais vraiment remercier à nouveau le MENA pour avoir porté son choix sur l'INPHB pour ce projet-là. Et leur dit que les premiers jours nous indiquent que nous ne nous sommes pas trompés en ayant accepté de pouvoir faire cette formation. Beaucoup d'entre nous sont professeurs de SVT parce que un professeur, pendant la manipulation, l'a marqué et il a pris l'engagement de devenir professeur de SVT. Et c'est ça qui doit nous pousser, nous aussi, à faire en sorte que d'autres puissent nous suivre pour dire « Ah, j'ai vu mon professeur, il a fait ceci, moi aussi, je dois devenir comme lui. » En plus de la formation, le projet prévoit la dotation des établissements bénéficiaires en mallettes pédagogiques contenant le matériel didactique nécessaire à la réalisation des expériences scientifiques. Poursuivons cette édition avec une page insertion socio-professionnelle. Le CEF-PROCI, Centre d'excellence de la formation professionnelle, s'est récemment installé à Boisflier, dans la région de la Marawi. En collaboration avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers l'Agence Emploi Jeunes, le CEF-PROCI a procédé à l'inauguration de son antenne dans la localité. L'objectif est de rapprocher des jeunes des formations de qualité pouvant leur permettre de s'insérer rapidement dans les métiers d'avenir. Former la jeunesse, c'est bâtir une nation durable. Et c'est dans cet esprit que le Centre d'excellence de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, CEF-PROCI, a récemment inauguré, en présence des autorités locales, une nouvelle antenne à Boisflier dans la région de la Marawi. Fruit d'une collaboration étroite entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers l'Agence Emploi Jeunes,
Cette initiative vise à rapprocher la formation des jeunes Ivoiriens, en particulier ceux vivant hors des grandes agglomérations. En ouvrant ce nouveau centre, nous souhaitons rapprocher davantage la formation professionnelle des populations de la région de la Maraoué dans une dynamique de décentralisation et d'inclusion. Ce site de Boisflé propose plusieurs modules de formation technique et spécialisés en mines souterraines et à ciel ouvert, notamment la conduite d'engins lourds, la conduite des camions, poids lourds et articulés, la mécanique d'engins et de véhicules industriels, le BTP pour ouvriers polyvalents, la soudure industrielle et bien d'autres. Les autorités locales, notamment le maire de Boisflé, Étienne Yao, et la secrétaire générale de préfecture Akemondo Logboshi Lidi Seka ont accueilli favorablement cette installation dont l'ambition est d'apporter une réponse pragmatique au chômage des jeunes et la nécessité de soutenir le développement des régions de l'intérieur. Toute formation est difficile. Au début, ça vous sera difficile, mais si vous acceptez de souffrir, 5-6 mois, vous aurez votre passeport pour la vie. J'ai défini tout à l'heure ce que c'est que les ressources humaines. Pendant la formation, il faut faire en sorte que vous soyez les meilleurs. Parce que sur le terrain, quel que soit, même si c'est votre frère qui a la société, mais si vous n'êtes pas bien formé, vous ne pouvez pas être recruté. Nous sommes heureux d'accueillir Serpro Boisflé, à Boisflé ici, pour pouvoir donner l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer, de montrer son savoir-faire à travers cette formation. Avant Boisflé, c'est la ville de Séguéla qui a accueilli le CEFPROSI. Cette agence CEFPROSI Boisflé va outiller les jeunes avec des compétences concrètes et adaptées aux métiers d'avenir afin de leur garantir une insertion rapide et durable dans le tissu économique local, national et international. Depuis son arrivée à la tête de la municipalité, le député maire Adi Kwame Isaac imprime sa marque à travers un plan d'action ambitieux axé sur 5 priorités majeures: l'accès à l'eau potable, le reprofilage des routes, l'embellissement de la ville, l'électrification des zones non desservies et le développement des activités génératrices de revenus. Une vision claire pour améliorer durablement le quotidien des populations de Picro. C'est ce que nous dit Kra Augustin, notre correspondant régional dans cette région, commenté par Konina Norko. À Picro, le changement est visible. Sous l'impulsion du député maire Adi Kwame Isaac, le développement local prend une nouvelle dimension suivant 5 actions stratégiques, notamment l'accès à l'eau potable, le reprofilage des routes, l'embellissement de la ville, l'électrification des zones non desservies et le développement des activités génératrices de revenus. Donc ce matin, nous sommes sur l'axe Bétier-Linguinzan, environ 6 km, et nous allons donc pouvoir rouvrir, reprofiler et mieux arriver dans la ville, dans les villages de Linguinzan. Nous allons ouvrir donc les grandes voies, les voies stratégiques de cette ville-là pour que nos parents circulent mieux. Après Linguinzan, ça sera donc Bétier qui est juste à côté. Nous allons donc attaquer aussi la voirie au sein de Bétier et ainsi de suite. Comme le dirait un artiste chanteur Otobé Otobé, nous n'avons pas de grands moyens, mais au fur et à mesure, nous allons toucher tous les villages donc, de la commune et toutes les voies qui relient donc, les villages à Picro-Ville. Au début, la route était vraiment compliquée pour passer, on avait toutes les difficultés. Mais maintenant, on le remercie beaucoup pour ce qu'il a fait. En tout cas, ça nous a déjà. Dès sa prise de fonction, le député maire a investi dans des machines pour le reprofilage des voies urbaines. L'accès à l'eau potable, entre autres priorités majeures, connaît aussi des avancées notables, en plus de l'électrification des zones rurales. Plusieurs forages ont été réalisés, apportant un soulagement aux populations. Ici en Dokro, ici, ça fait des années qu'on ne gagne pas l'eau. Mais grâce à le député, monsieur le maire, a dit, on a eu l'eau. Chaque jour que Dieu fait en nous, ça vient. N'importe quel moment, on gagne l'eau. À Picro, le développement est en marche avec une gouvernance de proximité tournée vers l'impact et la durabilité. Le Conseil régional du Cavalier a adopté le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2025. Celui-ci s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 6 milliards 198 millions de francs CFA. Ce budget est venu en baisse par rapport au budget primitif de l'exercice 2025.
Ce budget se répartit comme suit. 1 452 361 000 francs CFA consacrés au fonctionnement, tandis que 1 878 257 000 francs CFA affectés aux investissements. La présidente du conseil régional, Anne-Désirée Oulouto, s'est réjouie des nombreuses actions déjà entreprises au profit des populations. Elle a salué l'atteinte de plus de 80% des objectifs fixés en matière de développement régional pour l'année en cours. Nous sommes dans une année électorale et donc nous avons tenu à respecter nos engagements par rapport à la tenue de ces sessions. Aujourd'hui, nous venons de terminer la 3e session du Conseil. Il nous reste théoriquement une seule session. Cette session du Conseil était importante. Elle nous aura permis donc d'adopter le budget donc, du 2e trimestre. Elle nous aura permis également d'adopter le budget modificatif. Et enfin, elle nous aura permis donc de procéder à l'adoption de nouvelles ventilations en ce qui concerne notre programme triennal. Et je pense que c'est une session importante qui nous aura permis, n'est-ce pas, de passer en revue l'ensemble de nos engagements et de voir comment nous avançons bien dans notre région. Et il est heureux de savoir que les dispositions sont prises par le bureau du Conseil, par la direction générale d'administration, pour mettre à bonne exécution, pour bien exécuter donc les décisions prises par le Conseil régional du Cavali. La vie continue, le Cavali s'embellit de jour en jour. Et je voudrais donc encore une fois dire merci à l'ensemble des conseillers régionaux, féliciter donc l'équipe d'encadrement. Elle a reconnu que des efforts restent à fournir, notamment dans le domaine des infrastructures routières qui demeurent une priorité pour le Conseil régional. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable fidélité. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.